Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée cette fois-ci par Tangem. Ces derniers jours, les marchés ont été plutôt houleux avec un Bitcoin qui a battu ses records précédents pour toucher les 124 500 $ avant de repartir sous les 118 000 $ en moins de 24 heures. La conséquence, c'est une série de liquidations pour plus d'1 milliard de dollars au cours de la seule journée de jeudi. Et pourtant, ce montant pourrait finalement être tout petit face à ce qu'on pourrait voir si les sociétés qui veulent se constituer des réserves de Bitcoin étaient toutes forcées de s'en débarrasser en cas de chute massive et prolongée. C'est un futur potentiel qui ne paraîtra pas complètement improbable à ceux qui ont lu le récent rapport de Centora, une plateforme DeFi destinée aux institutionnels. En effet, ce document particulièrement intéressant porte sur les stratégies de trésorerie en Bitcoin qui se multiplient. Et d'après eux, le constat est sans appel. La plupart de ces sociétés avec des trésoreries en Bitcoin vont échouer. Leur financement est mal conçu, leur timing est encore pire et leur compréhension de Bitcoin quasi inexistante. Et c'est d'autant plus dangereux que beaucoup de ces sociétés ne se contentent pas d'échanger les dollars qu'elles possèdent déjà contre des Bitcoins. En plus de ça, elles empruntent aussi de l'argent pour acheter du Bitcoin à crédit. Et là, on quitte le domaine de la gestion de trésorerie pour entrer dans celui de la spéculation. Or, d'après leurs calculs, la plupart des sociétés ayant du Bitcoin en trésorerie n'ont pas une activité rentable ou dépendent fortement des gains liés au prix du Bitcoin pour avoir l'air solvable. Ce qui veut dire que si le prix du Bitcoin baisse en dessous d'un certain seuil qui est assez élevé pour toutes les entreprises qui ont récemment investi, elles seront forcées de vendre, ce qui provoquera une cascade de liquidation institutionnelle. La suite du rapport est également très intéressante, mais elle parle de finance en général, alors je vais laisser ceux qui souhaitent continuer de le lire cliquer sur le lien dans la description et le télécharger depuis le site de Centora. Cependant, je dois préciser qu'en ce qui concerne Strategy, qui est de très loin le plus gros détenteur de Bitcoin parmi toutes ces sociétés, d'après le rapport, leur modèle de financement est beaucoup plus sain. En outre, leur prix d'acquisition moyen est aussi un peu plus bas que les autres, aux alentours de 73 000 $ aujourd'hui. Donc si jamais un jour il y a des baisses de prix qui provoquent de grosses liquidations, Saylor ne serait pas le premier à tout perdre. Et puis il ne faut pas l'oublier, tout n'est pas noir, les entreprises ne sont pas les seules à souhaiter accumuler du Bitcoin. Certains gouvernements s'y mettent aussi et eux ne verront pas leur position liquidée si le prix descend trop bas. Et en ce qui concerne les États-Unis et leurs projets de réserve, nous avons eu cette semaine quelques précisions supplémentaires de la part du secrétaire au Trésor Scott Bessent. Au cours d'un entretien sur Fox Business, il a déclaré que cette réserve serait constituée d'actifs confisqués lors de procédures judiciaires. Les actifs acquis ne le seraient donc pas à travers les marchés, ce qui veut dire que le gouvernement américain ne ferait pas du tout monter le prix du Bitcoin. Ou en tout cas, c'est ce qu'on a cru pendant quelques heures. Car juste après, Scott Bessent a précisé sur Twitter que les procédures judiciaires ne seraient pas la seule source des Bitcoins accumulés par les États-Unis. D'après lui, ils tenteront également d'avoir recours à des moyens budgétairement neutres d'acquérir plus de Bitcoin. Il y a donc bel et bien une chance qu'ils en achètent, que ce soit de gré à gré ou à travers les marchés, mais ce sera simplement dans des quantités un peu plus faibles que les plus optimistes des bitcoiners ne l'espéraient. Et pendant ce temps, du côté des altcoins, ça commence à chauffer. Depuis quelques semaines, nous assistons à ce qui pourrait être le début de l'inversion d'une tendance qui durait depuis 2 ans et demi. À partir de juillet, la dominance du Bitcoin a commencé à diminuer avec chaque jour qui passe, et si elle continue de s'avancer dans cette direction, cela pourrait marquer le début de la fameuse alt season attendue par beaucoup d'investisseurs crypto. L'ambiance du côté du Bitcoin est encore suffisamment positive pour qu'il n'y ait pas d'effondrement de prix qui emporte les altcoins en même temps. Ethereum a bien repris des couleurs et se rapproche de son précédent record. Et enfin, il semblerait que les recherches Google pour le terme altcoin soient parties pour dépasser le record précédent qui date de 2018, même s'il faudra attendre encore la fin du mois d'août pour en être certain. Dans le meilleur des cas, nous pourrions donc avoir une fin d'année comparable à celle de 2017 où les opportunités se multiplieront. Malheureusement, il semblerait que les difficultés que l'on rencontrait à l'époque puissent également réapparaître. Ça peut paraître absurde en 2025, mais cette semaine, les amateurs de crypto ont été scandalisés lorsque Google a annoncé une mise à jour très surprenante de ses règles. Désormais, tous les développeurs de portefeuilles crypto seraient obligés de posséder une licence bancaire et d'appliquer des procédures KYC pour respecter les lois états-uniennes et européennes. Les maroquiniers n'ont jamais eu besoin d'avoir une licence bancaire, mais parce qu'il est question d'électronique, tout d'un coup la surveillance de masse est justifiable. Sans surprise, ce changement a provoqué une révolte sur les réseaux sociaux, et quelques heures après, Google a été obligé d'ajouter une ligne pour préciser que les portefeuilles auto-hébergés ne sont pas concernés. Le pire n'a donc finalement pas eu lieu. Mais cette manœuvre n'est pas forcément anodine. Même si ça peut être une erreur, ça peut aussi être une tentative à peine voilée de sonder le public sans qu'il s'en rende compte. Avec toutes ces histoires de cartels bancaires à la noix de coco qui censurent les paiements en ce moment, il ne serait pas impossible que certains s'amusent à complexifier l'accès au portefeuille crypto pour mieux influencer cette fraction croissante de la population qui a tendance à tout faire sur téléphone. Cela dit, dans tous les cas, on pourra toujours utiliser un ordinateur ou un portefeuille matériel compatible avec autant de chaînes que possible. Et parmi les meilleurs dans le domaine, on trouve les portefeuilles de notre sponsor du jour qui sont compatibles avec une quantité phénoménale de réseaux. Chez Tangem, on trouve notamment des portefeuilles au format carte que l'on peut transporter avec nos cartes bancaires classiques, ainsi que depuis quelques temps, le premier portefeuille crypto se présentant sous la forme d'un anneau, discret et élégant.
Tout comme les meilleurs de leurs concurrents, les portefeuilles Tangem sont tous certifiés EAL6+. En d'autres mots, en matière de sécurité informatique, c'est le nec plus ultra de ce qui se trouve dans le commerce. Tout ça garantit 25 ans et du côté logiciel, c'est du solide. Contrairement à d'autres qui demandent des mises à jour régulières, chez Tangem, le firmware est aussi immutable que la blockchain Bitcoin. Alors si vous avez besoin d'un portefeuille crypto et que vous voulez profiter d'une réduction exclusive de 10%, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description et à utiliser le code JDC. Mais revenons-en aux actualités, puisque les altcoins donc semblent partis pour s'envoler dans les mois à venir. Et l'un des plus importants des indices qui le montrent, c'est le comportement d'Ethereum, et accessoirement le comportement des institutionnels vis-à-vis d'Ethereum. En effet, aujourd'hui, plus de 8% des Ethers sont détenus par des créateurs d'ETF ou des entreprises qui ont choisi de constituer une réserve stratégique de crypto. Et comme le mentionnait le rapport Centora, contrairement au Bitcoin qui ne génère pas de rendement passif, l'Ether dispose du staking. Ce qui fait que ces entreprises auront a priori de meilleures chances de survie à long terme même si elles commettent par ailleurs des erreurs identiques à celles qui se constituent des réserves stratégiques en Bitcoin. Et elles sont de plus en plus nombreuses en ce moment, parce que pour beaucoup d'entre elles, l'Ether c'est en quelque sorte un nouveau Bitcoin, moins cher et avec encore plus de potentiel. Ce réseau offre tellement de possibilités que malgré ses performances techniques qui laissent à désirer, certains estiment même que c'est la plus grosse opportunité macro des 10 à 15 prochaines années. Avec Wall Street qui va débarquer sur la blockchain en général, et a fortiori sur Ethereum en particulier qui est du simple fait de son ancienneté le réseau numéro 1 pour ces choses-là, les analystes de Fundstrat prévoient un Ethereum qui finirait l'année entre 12 000 et 15 000 $. Et du fait de la multiplication des gros achats, cette hypothèse paraît de moins en moins absurde au fil des jours. Cette semaine, nous avons vu se succéder des achats d'Ether qui se comptent en centaines de millions de dollars au bas mot, comme ça a été le cas chez Bitmain avec 600 millions de $. Mais le plus surprenant reste certainement le cas de cette mystérieuse baleine encore inconnue qui a acheté en une dizaine de jours presque 380 000 Ethers, c'est-à-dire à peu près 1,8 milliard de dollars au prix actuel. On n'a absolument aucun indice de qui c'est pour l'instant, et je dois dire que je suis très curieux de savoir qui se cache derrière ces adresses. Malheureusement, pour l'instant, rien ne permet de le savoir, alors je vais vous quitter pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et j'espère qu'on se reverra très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. A bientôt!